Welcome to the Kyoto Prize at Oxford. I'm Nairi Woods, Dean of the Blavatnik School of Government. And I'd like to say my special thanks to the Inamori family and the Inamori Foundation, with whom we have this treasured partnership that brings the Kyoto Prize to Oxford each year. Thank you to each of you for joining to hear from the 2019 laureates here at the school. Normally, of course, we'd be welcoming you in person into the building that you've just seen. But we're thrilled to have you online. We hope next year you'll be with us in person. This morning we heard from physical chemist Qing Tang. This afternoon we heard from astrophysicist Jim Gunn. And now we have the delight of hearing from stage director Ariane Mnouchkine. But first, here's a little clip that introduces you to the Kyoto Prize at Oxford. The Kyoto Prize was founded by Kazuo Inamori in Japan as a prize that would celebrate some of the best achievements in science, in the arts and philosophy, and in technology. It's about 100 million yen, that's nearly $1 million, and it's awarded in Kyoto each year. Kazuo Inamori founded this prize because of his own deep sense that we need to celebrate human achievement that feeds the human spirit. And that's what the prize does each year. It brings together excellence in all of these domains. The Kyoto Prize laureates have included people like Jane Goodall, known to most people for her work on chimpanzees and primates, Akira Kurosawa, the incredible Japanese filmmaker, or Martha Nussbaum, the extraordinary American political philosopher. Here at the Blavatnik School of Government, we partner with the Kyoto Prize to celebrate it, to bring the Kyoto Prize winners here to the heart of Oxford University, because they enable us not just to hear about the cutting edge of technology, of science, of art and philosophy, but to invite all our colleagues from other parts of Oxford, from Oxford's high schools, from other universities. The Blavatnik School of Government is a department of Oxford University with a mission to improve government around the world. It's to help people learn how to serve, to lead, to govern with a clear sense of who they're serving and why. For too long, universities have hidden behind an ivory tower, and the commitment of the Blavatnik School is to open up the work of the university to the world around it. Oxford University is full of brilliant researchers, teachers, students, working on some of the world's biggest challenges. What we love to do at the Blavatnik School is to bring them together with some of the leaders who are making the actual decisions and help be a portal through which all that brilliant research can actually be used and have impact. Every year here at the Blavatnik School, we're delighted to host the Kyoto Prize Lectures. I was so excited to see the latest Kyoto Prize laureates: James Gunn, the astrophysicist, Ariane Mnouchkine, the theatre director, and Qing Tang, whose research brings us things like the OLED screen. But both Oxford scholars and the Kyoto laureates are animated by a thirst for knowledge, an energy and a commitment always to improve, never to be satisfied. And that's what makes excellence. The University of Oxford is a deeply international institution. We have partnerships across the world. We always have. We accepted our first international student in the year 1169, and we have been welcoming students ever since. The mission of the Kyoto Prize is the very same mission that animated the founders of this university almost 900 years ago. A commitment to excellence, a commitment to using that excellence for the betterment of society. These values of humility and service, but also of outstanding excellence, are exactly the values that we hope to reinforce in every student that walks through the door. And moderating tonight's third Kyoto Prize lecture at Oxford is Wes Williams, Professor of French Literature and Director of the Oxford Research Centre for the Humanities, Torch. Wes, it's such a pleasure to have you here at the Blavatnik School, and thank you for leading us in this event tonight. Over to you. Thank you, Nairi. It's a pleasure to be here. And I'm going to start with just a few minutes of introduction to Ariane's work and why I think it's so important. Ariane Mnouchkine's work changes lives.
It's work that explores the condition of being human, what it is to love, to fight, to care, to learn, and to make things collectively. Ariane's theatre is a theatre of craft, of making a show, of course, making a scene in all the rich senses of that phrase, and her work and that of the company, the Théâtre du Soleil, about which we'll hear more during her lecture, I imagine, makes worlds come alive on stage, transforming our world into a stage play universe, but also, crucially, transforming the world off stage. The Théâtre du Soleil is the home of the company she founded many years ago and which is still alive and thriving indeed, ready to open its doors again, to open its latest show at the Cartoucherie on the edges of Paris, a show which takes place, appropriately, in Japan. The Théâtre du Soleil, then, is an ongoing experiment in collaboration, in community, and in transformation. Anyone who had the chance to listen to the discussion between all the laureates earlier today, and if you haven't, it's online, so I urge you to listen to it and watch it again. Anyone who had that chance then knows that Ariane is profoundly engaged in the question of what it means to be human, what it means to know ourselves as part of humanity, as bearers of a common human inheritance, and also as bearers of a collective, common human future. Her theatre is a theatre steeped in the past, in traditions from around the world, but it's also a theatre of the future. It's a theatre of conflict and cruelty, as well as collaboration, grace, and extraordinary joy. To pick up on terms from today's earlier discussion, the demon and the angel are both present in the work on stage when one goes to see a show by the Théâtre du Soleil. In its exploration of stories from across human history, across and between the cultures of the world, the Théâtre du Soleil has conducted a series of experiments in engagement, in openness, in imaginative connection, empathy, sympathy, compassion, which have sometimes enraged or even scandalized those who see the world otherwise, but which also sustain a vision and a practice of community which is actually unparalleled in contemporary European theatre. I was trying to think of a nearest equivalent, and actually I think it might be the Tanztheater of Pina Bausch, another former Kyoto Prize laureate. What Ariane Mnouchkine's experiment is all about is the limits of the human and the limits of theatre conjugated together as a form of collective, transformational agency. Actors, writers, directors, lighting designers, mask makers, musicians, those who make the costumes, and famously those who make the food. When you go and see an Ariane Mnouchkine show, you also get an incredible meal. The tickets, everything that makes a night, an afternoon, or sometimes a day, some of these shows last 7 hours, a day at the Théâtre du Soleil, such an extraordinary experience. Ariane's theatre, then, is a theatre of risk as well as transformation, constantly refining and reinventing what it means to act, to perform, to propose a world to an audience, taking the risk, then, not only of imagining things other than what they are, but also the much harder risk of representing head-on the brutal exercise of power, of gendered, racist violence and domination, of oppression, whether that oppression is exercised in the name of God, of religion, or in the name of the people, the state, the nation, the borders. Community is never less than a contested space in Ariane's theatre. It's not a rosy notion, it's a contested notion, it's a refined notion, it's a notion that's worked through and with in every single piece. This is, in other words, politically engaged theatre to the extent that to be human is, as Aristotle taught us, to be a political animal. So from the philosophers and the plays of the ancient Greeks through to contemporary Japan, from the conflicts in Afghanistan to the struggles for power and freedom in early modern Europe, whether that's in Molière or in Shakespeare, Ariane's theatre is a theatre that transforms, educates, engages, thrills, and above all shows us what it is to love and to live in community. And since we're celebrating Ariane's award of the Kyoto Prize for Arts and Philosophy here in Oxford today, just a few more words
about her strong and enduring relationship to the city of Oxford as a community and as a collective. It's while studying here in Oxford in her late teens, sort of between school and something else, that Ariane discovered, after an evening on the stage of performing on the stage of the Oxford Playhouse, discovered or had confirmation, shall we say, of her vocation, her calling to the craft of theatre. Now that was, of course, a good few years ago. In recent years, she's reconnected with Oxford, not only through the honour of an honorary doctorate awarded to her in 2008, nor even through the various visits to the archive for the performance of Greek and Roman drama, thanks in part to Oliver Taplin, who'd worked with her on the Greek plays, but also through her recent and frequent visits to the Maison Française at Oxford, which has welcomed her and members of her troupe, including when we all worked together to bring the École Nomade, the wandering or nomadic school, to the North Wall Theatre back in 2015. And, looping the loop, her performances as a speaker now on the Oxford Playhouse stage where it all began. It gives me great honour then, as well as real intense pleasure, to be able to introduce this Kyoto Prize lecture by Ariane Mnouchkine. Otaru, Morinoki Hostel, 4 septembre 2019. 40 minutes. Mon discours doit durer 40 minutes. Une éternité. Pour le public, pour vous, qui êtes censés à la fois percevoir par les changements de mes intonations la sincérité de mes propos et en comprendre le sens en écoutant Fumiko-san, l'interprète émérite chargée de vous les traduire. 40 minutes, mais ça fait au moins 10 pages. Et encore, si j'examine les discours de certains de mes prédécesseurs, cela peut aller jusqu'à 15 pages, même agrémenté de traits mystérieux graphiques ou de photos d'enfance. 40 minutes, vu la simplicité de ce que moi j'ai à vous raconter, c'est très long. Comment les vivre et les faire vivre, ces minutes interminables, ces minutes qui seront irrespectueuses, martyrisantes, si pendant qu'elles s'égrènent, je vous ennuie. Ce qui est pour moi et pour toute femme ou homme de théâtre un péché mortel. Ennuyer. Quelle horreur. Vous faire souffrir alors que vous êtes tous venus si aimablement pour honorer le choix de la Fondation Inamori, c'est-à-dire nous, les 3 lauréats de cette année, Dr. Ching W. Tang, Dr. James Gunn et moi, Ariane. À Paris, le 31 juillet 2019, j'avais déjà choisi en épigraphe « We are such stuff as dreams are made on ». De quelle étoffe est donc faite la lauréate d'un aussi majestueux prix que le prix Kyoto? Qui m'a tissé? De quels rêves, de quels innombrables rêveurs suis-je issue? Qui m'a engendré? Qui sont ceux qui, bien avant et bien plus que moi, eussent mérité ce prix? Ces innombrables lauréats possibles, glorieux ou anonymes, comment les évoquer? Comment leur rendre justice? De quel lait, de quel pain ai-je été nourrie? Qui a pétri ce pain? Sur quelle terre a poussé ce blé? Qui l'a moissonné? Sous quel soleil? La France, bien sûr, mon pays bien-aimé, m'a protégée la plupart du temps, soignée et éduquée. Mais avec elle, quels sont les pays qui m'ont cultivée, m'ont inspirée? À qui dois-je d'être moi? Sur quelle multitudineuses traces dois-je partir
pour exprimer ma gratitude, ma frustration ou mon effroi parfois. Toutes ces pistes qui mènent à mon petit moi imparfait, mais qui, comme pour tout être humain, dessinent un réseau planétaire, ce sont elles que je vais devoir retrouver pour écrire ce discours. Ce discours qui m'intimide tant, mais dont l'effrayante obligation a la vertu de me pousser à cette enquête et à cette reconnaissance. En me l'attribuant, à combien de centaines, peut-être de milliers de femmes et d'hommes avez-vous en vérité donné ce prix bienveillant et somptueux? Aujourd'hui, ces privilèges, ce luxe, ce raffinement, cet entourage affectueux, à qui les dois-je? Aux sueurs, héroïsme, dévouement, constance, génie et illumination de qui et de combien? Combien de combats et de morts a-t-il fallu pour que moi, femme, épouse d'une femme, je vive libre dans un pays presque en paix, que j'y fasse librement du théâtre et reçoive un tel honneur? Et Monsieur Inamori, qui, en versant sur mon théâtre une pluie d'or salvatrice, me somme de faire mieux encore, que veut-il? I have decided to create the Kyoto Prize as a means of recognizing persons who have made outstanding contribution to the progress of science, the advancement of civilization, and the enrichment and elevation of the human spirit. Those worthy of the Kyoto Prize will be people who have worked humbly and devotedly, sparing no effort to seek perfection in their chosen profession. Their achievement will have contributed substantially to the cultural, scientific and spiritual betterment of mankind. Perhaps more importantly, they will be people who have sincerely aspired through the fruits of their labors to bring true happiness to humanity. Mais se rend-il compte de ce qu'il dit? At the very last, I hope to honor these people and thereby to motivate them and others like them to reach still greater heights. Se rend-il vraiment compte de ce qu'il demande, cet homme admirable? Ses souhaits, ce paysage de bonté humaine venu d'un autre siècle, proféré par un homme qui, du fait de son activité professionnelle, ne peut ignorer la pente férocement cynique que notre monde d'aujourd'hui dévale, c'est le cas de le dire, à tombeaux ouverts. Ces vœux sont le signe d'une telle force d'âme, d'une telle enfance préservée, que nous ne pouvons que rester ébahis et bouleversés. Rappelez à l'ordre, en quelque sorte. Oui, ce prix est un rappel aux ordres de nos rêves. Mais enfin, ai-je vraiment fait cela, Monsieur Inamori? Ai-je vraiment sincerely aspired to bring true happiness to humanity? Je crois que j'ai souvent, très prétentieusement, espéré le faire. Nous, femmes ou hommes de théâtre, nous pensons tous que nous devons bien être utiles à quelque chose, que les histoires que nous décidons de raconter, ou qui, plus exactement, décident d'être racontées par nous, seront utiles, qu'elles seront éclairantes, nourrissantes, indispensables. Nous pensons que la transformation formelle que le théâtre exige pour devenir théâtre entraîne forcément la transformation
l'élévation des âmes que l'humanité demande pour devenir vraiment humaine. Certains accordent ce pouvoir à la prière. Otaru, 5 septembre. Tous les soirs, juste avant d'aller ouvrir la porte de notre théâtre, je rappelle aux jeunes femmes et jeunes gens qui viennent nous aider à servir les repas des spectateurs: mesdames et messieurs, attention, attention, notre théâtre va ouvrir. Et quand je suis très gaie, je dis même: attention, attention, notre beau théâtre va ouvrir. Et tout le monde sourit derrière le bar. Quand parfois un événement extérieur nous a angoissés, et Dieu sait si nous avons eu à Paris ces dernières années des événements angoissants et cruels, j'ajoute: je vous rappelle que nous avons charge d'âme, et me murmure à moi-même, comme toujours. Avoir charge d'âme et en être conscient. S'engager à avoir charge d'âme les uns, à avoir charge des âmes les uns des autres. Ne serait-ce pas, après tout, un projet politique et social suffisant? N'est-ce pas ce que liberté, égalité, fraternité veut vraiment dire sur les frontons français? N'est-ce pas ce que M. Inamori imaginait en créant ce prix si ambitieux? Mes amis et moi, nous savons que l'œuvre que nous produirons sera d'autant plus digne, plus artistique, plus belle, que les conditions dans lesquelles elle aura été enfantée, car il s'agit d'un fantastique accouchement, que ces conditions auront été aimantes, ferventes, passionnées, confiantes, et si, embarqués que nous sommes toutes et tous, actrices, acteurs, techniciens, administrateurs, administratrices, co-directeurs et moi-même, sur cette barque fragile et périlleusement secouée qu'est un spectacle en devenir, si nous aurons pris soin les uns des autres, si nous nous sommes fait confiance, si nous avons espéré le meilleur de chacun d'entre nous, bref, si nous nous sommes aimés. Pour cela, il nous aura fallu, et sans vouloir attrister cette si belle assemblée, il faut bien que j'en parle, il nous aura fallu résister au désenchantement du monde d'aujourd'hui, à sa froideur, à son manque absolu de sens et de forme, à son conformisme économique implacable. Ce conformisme économique assassin, imbécile, chanté et argumenté par ceux-là même qui devraient le dénoncer. Y résister âprement et nous en protéger. Je nomme là ceux qu'on honorait autrefois du très noble titre de serviteur de l'État et que parfois ne méritent plus que celui de laquais des gouvernements. Bon, il me faut revenir à cette étoffe mystérieuse dont vous et moi nous sommes tous faits, œuvre de tisserands innombrables, célèbres ou ingratement ignorés. Il m'appartient aujourd'hui de tenter d'en reconnaître quelques-uns sans que cela devienne une liste assommante. Là, évidemment, je le sais, il faudrait que je vous parle de mes parents, de mon enfance. Je souhaite à toutes les filles d'avoir un père comme était le mien. Bien qu'il fût inquiet pour l'avenir de ses deux filles, bien qu'il me prodiguât toutes sortes d'avertissements sur les difficultés du métier que très tôt j'avais décidé de faire, jamais il ne m'a donné le sentiment que quelque chose me serait impossible si vraiment j'y mettais le prix, c'est-à-dire la passion, l'effort et la confiance. Comme nous nous sommes querellés, lui et moi. Au moins tant qu'il fut fort et en bonne santé. Jamais après qu'il eut son anévrisme, je voulais faire attention.
Mais la dispute nous manquait. N'être d'accord sur à peu près rien et nous aimer totalement. J'étais de gauche, il était plutôt à droite. Il avait fui l'Union soviétique en 1923. Sa famille, juive, avait tenté de vivre sous le joug bolchevique, mais en vain. Il avait réussi à fuir en France, il avait 15 ans, avec presque un enfant, avec sa petite sœur. 2 ou 3 ans plus tard, ses parents arrivèrent à Paris. C'est une longue et extraordinaire épopée familiale qui ressemble à celle de milliers d'émigrants russes, mais qui ensuite, pour Alexandre et Tamara, mes grands-parents, ressemble au massacre de millions de Juifs à Auschwitz. Sans tout à fait comprendre le fonctionnement égalitaire de notre troupe, peut-être même en le désapprouvant, il était malgré tout très fier de moi. Moi, je trouvais les films qu'il produisait parfois trop commerciaux. Il me traitait de snob et me rappelait que j'étais bien contente de recevoir l'aide financière qu'il pouvait me donner grâce à ces films trop commerciaux. Il avait raison, j'avais tort. J'espère pouvoir le lui dire un jour. Il m'emmenait avec lui sur les plateaux de cinéma. Cela sentait le caoutchouc chaud des câbles électriques, la poudre et les crèmes des actrices. Il y faisait torride à cause des énormes projecteurs de l'époque. Tout un monde étincelant, sensuel. Les actrices étaient très belles, les acteurs très gentils. Et puis un jour, après le bac, tu dois parler mieux anglais. Ma mère était anglaise, mais mon anglais n'était pas digne de l'Angleterre. Hop, on m'envoie, avec mon consentement, ravi, passer une année scolaire universitaire à Oxford, à Sinclair's Hall, au coin de Lathbury et de Banbury Road. J'y apprendrai l'anglais, bien sûr, mais surtout, béni soit le théâtre universitaire britannique, j'y commencerai le théâtre et ma vie allait s'y décider. Ensuite, un voyage au bout du monde allait entériner cette décision. Otaru, Orinoco Hostel, 6 septembre. Pourquoi ai-je tant de mal à imaginer faire pour ce discours ce que certains de mes prédécesseurs ont si bien fait, une autobiographie? Pourquoi me paraît-elle si simple, si insuffisante même? C'est parce que, au fond, je sais que mon Bildungsroman, mon roman personnel d'initiation, n'a été qu'un chemin en quête de compagnons de route, de travail, de vie, d'amitié, d'amour, d'aventure, de rêve et de révolution positive. Je pressentais, je savais que je ne ferais rien toute seule. Sauf peut-être voyager un moment, justement pour m'exposer à la froidure et à la peur dans la solitude d'un voyage qui, lui aussi, fut destinal et initiateur. Alors, le voyage. J'ai apporté mon billet. Il s'agit de mon billet Marseille-Yokohama sur le cargo mixte, le Cambodge, de la Compagnie des messageries maritimes. Départ 30 avril 1963 du quai numéro, c'est devenu illisible. Première escale, Port Saïd, l'entrée du canal de Suez. Oui, on prenait le canal de Suez. Les 3 grands lacs qu'il relie étaient encore, à l'époque, parsemés des épaves de navires bombardés au cours de l'expédition colonialiste, catastrophique et idiote, qu'avaient menée la France et la Grande-Bretagne avec l'aide d'Israël pour tenter de récupérer le canal que Gamal Abdel Nasser avait eu l'audace de nationaliser au nom du peuple égyptien. Je traversais l'histoire. Escale à Aden, puis Bombay. Le bateau entre dans le port. Une odeur de mangue et de merde m'arrive du marché voisin.
Le soleil se lève, les corbeaux semblaient vouloir attaquer le bateau. Pour la première fois, je mets le pied sur le sol indien. Je suis dans le mythe et la légende. Lors de cette escale, je ne verrai que la magnificence. La face sombre, je la subirai au retour. Le grand amour avec ce pays, continent, je le vivrai plus tard. Colombo, Singapour, Saigon, en pleine guerre du Vietnam, Hong Kong, Kobe. Arrivé à Yokohama, le billet ne promettait rien, mais le trajet avait duré 30 jours. Donc nous sommes probablement arrivés le 1er juin 1963. Il pleut. C'est le déluge. Il pleuvra ainsi pendant 2 mois. Oh, comme j'ai détesté le Japon pendant ces 2 mois. Je ne parlais évidemment pas japonais, et les Japonais, en 1963, chez eux, ne parlaient évidemment rien d'autre. Même les signes, les mimiques, qui me paraissaient les plus clairs, provoquaient des yeux ronds et un refus effrayé de tenter même de les comprendre. Oh, comme j'ai détesté les Japonais pendant ces 2 mois. Et puis, une fée est apparue. Marcel Juliaris, un journaliste français, parlant parfaitement le japonais, marié alors à une japonaise. On disait en ce temps de ce genre d'amoureux fins connaisseurs du Japon qu'ils étaient tatamisés. Marcel est enfin revenu de Corée, m'a prise sous son aile, rassurée, orientée, et grâce à lui, j'ai commencé vraiment mon voyage dans ce pays dont la culture théâtrale et cinématographique allait devenir pour moi une initiation et une inspiration permanente. Un de mes maîtres, les autres seront l'Inde, Bali, Meyerhold, Jacques Copeau, et je m'en expliquerai plus tard, mes compagnes et compagnons de travail. Oh, comme j'ai alors aimé le Japon et les Japonais. Et cela pour toujours. Un jour, avant le retour de Marcel, de Corée, désespéré et sous la flotte incessante, j'errais à pied dans le Tokyo incompréhensible de 1963. Le Tokyo qui se préparait à son grand retour pacifique sur la scène mondiale en organisant les Jeux olympiques qui allaient avoir lieu en 1964 et qui furent un immense succès pour la ville et le Japon tout entier. Cette préparation consistait, me semblait-il, à détruire tout ce qui ne l'avait pas déjà été par les bombardements américains, tout ce qui restait de la guerre, ou avait même été reconstruit depuis 18 ans du Tokyo ancien. Je le voyais, stupéfaite, disparaître de jour en jour. De si beaux quartiers en bois s'évanouissaient en une nuit. De beaux immeubles du 19e s'effondraient, eux qui avaient échappé à la destruction guerrière. C'est d'ailleurs ainsi que Ichikawa Kon commence le film magnifique qu'il fut chargé de faire sur ces jeux mémorables. Une énorme boule de béton est balancée contre une façade. Celle-ci tombe droite, face contre terre, presque en silence, comme un résistant stoïque abattu par un peloton d'exécution. Depuis, partout dans le monde et dans mon propre pays, je me pose sempiternellement la question: pourquoi, pour progresser, devons-nous vraiment détruire tant de paysages urbains ou naturels, si chers au cœur de leurs habitants et si précieux à notre harmonie intérieure? Pour éviter autant que faire se peut ce que George Orwell appelle le progrès destructeur, ne devrions-nous pas user de plus de discernement et d'humilité? Est-ce réactionnaire que de poser la question?
Ne devrions-nous pas réfléchir avant de faire moins beau, moins humainement vivable, plus dévorateur d'énergie et de ressources? Je déambulais donc, je l'ai dit, désespérée et seule en ce Japon qui ne ressemblait pas encore à mes rêves. J'arrivais, mon gros guide touristique détrempé à la main, qui m'indiquait que lui et moi avions probablement atteint tout à fait par hasard le temple de Sansoji, dans le quartier appelé Asakusa. Il y avait effectivement un immense temple devant moi, mais ma mauvaise humeur me le fit ignorer. Et je continuais à avancer à travers de petites rues qui, malgré la pluie, étaient très animées. Inconsciemment, je me laissais guider par une musique qui semblait m'appeler jusqu'à, dans une ruelle, l'entrée minuscule et très colorée de ce qui ne pouvait être qu'un théâtre. Minuscule, lui aussi. Mais d'où jaillissait cette musique? Était-elle sonorisée ou pas? Je ne me souviens pas, mais c'était très puissant. Mais bien sûr qu'il s'agissait d'un enregistrement, puisque, une fois à l'intérieur, Otaru, 7 septembre, une fois à l'intérieur, je ne vis qu'un seul acteur, un jeune acteur, qui allait, à lui tout seul, donner un sens à mon désespoir japonais, à ma solitude, à la pluie, au déluge, à tout mon voyage. Oh, que ne puis-je vous donner son nom, le remercier, et devant vous, partager le Kyoto Prize avec lui. En un après-midi, ce garçon m'ouvrit les terribles portes du royaume des acteurs. C'est ce jour-là, dans cette salle minuscule, à demi pleine de vieilles dames attentives et enamourées et de vieux messieurs impénétrables, que je compris pour toujours ce qu'était un vrai acteur. Seul en scène au début, les yeux fixés sur un horizon inquiétant, parce que je l'imaginais peuplé d'une horde d'envahisseurs à cheval, approchant rapidement. Il nous parlait, il criait, je ne comprenais rien, mais je voyais tout. Son regard affolé me faisait voir les yeux tout aussi affolés des chevaux écumant sous les fouets et leurs sabots soulevant la poussière ou déchirant la prairie, faisant voler des mottes noires comme des bombes. Il alertait le village, c'est sûr, et pour mieux le faire, saisi d'une inspiration soudaine, il traîna sur sa petite scène un immense tambour. Était-ce celui du temple qui, sans aucun doute, était en coulisses? Toujours est-il qu'il se mit à battre un tocsin, à faire dresser tous les chevaux de votre assemblée sur vos têtes et à soulever les paysans les plus apeurés ou endormis. Il était le prince Hal, il était Hotspur, il était Falstaff, Macbeth devant la forêt qui marche, Henri V, il était Shakespeare. Ce jour-là, pour la jeune voyageuse ignorante que j'étais, dans cette misérable petite salle de rien du tout à Asakusa, grâce à un humble acteur japonais, il n'y avait plus ni Japon, ni Occident, il y avait le théâtre universel, humain et grandiose. Il était merveilleux, ce jeune homme, probablement chef d'une troupe de... Dans mon ignorance, j'appelais cela petit kabuki. Mais ce n'est que beaucoup plus tard, en fait tout récemment, qu'en allant assister à une représentation de la troupe de Daigoro Tachibana, j'appris que ce style se nommait Taishu Angeki, qui se traduirait en français par théâtre pour le peuple, théâtre populaire. Rendez-vous compte, moi qui toute ma vie ai aspiré à faire mériter ce titre magnifique de théâtre populaire au Théâtre du Soleil. Il y avait eu d'autres illuminations. Avant l'accostage final à Yokohama, le Cambodge avait fait escale à Kobe, où, par un hasard merveilleux, j'avais pu voir le soir un eau en plein air, éclairé seulement par d'immenses brasiers.
J'étais retournée à bord chancelante, foudroyée par la puissance, la splendeur, la majesté d'une telle forme. J'escaladais la petite échelle qui m'avait servi à grimper sur ma couchette depuis un mois dans un état d'exaltation juvénile indescriptible. Un monde merveilleux allait s'ouvrir à moi. Je ne pourrais plus jamais dormir. La rencontre avec l'acteur inconnu d'Asakusa me confirmait cela. Otaru, 8 septembre. La métaphore dont j'usais et use toujours pour parler de la troupe que j'ai fondée en 1964, après ce fameux voyage, était celle du navire, de la barque, de l'esquif, dont, oui, je l'avoue, je me voyais plus comme le capitaine que comme le mousse, mais dont je savais qu'il ne voyagerait loin que si chaque membre de l'équipage se sentait valeureux, magnifique, épanoui, même dans le danger, et malgré les sacrifices que, je le savais, cette épopée allait nous demander au début. Au début seulement, croyais-je. Je sais aujourd'hui qu'elle exigera le meilleur et le plus profond de nous-mêmes jusqu'à la fin. Rien n'est acquis. L'amour, l'amitié, le respect du public se cultivent tous les jours. Un manquement est toujours ressenti comme une trahison, car c'est une trahison qui efface des années de dévouement et de succès. C'est peut-être injuste, mais c'est ainsi. Quand en 1959, bien avant tout cela, après cette répétition fatidique de Coriolan au Playhouse Theatre d'Oxford, je monte m'asseoir à l'étage de ce bus rouge, numéro 2 ou numéro 3, fonçant dans la nuit pluvieuse de ce mois de décembre, et que, tremblante autant que lors d'un coup de foudre amoureux, je décide, ou une divinité décide pour moi, que je vais faire du théâtre. Il s'agit d'art, bien sûr, de l'art théâtral que je vais devoir explorer, pratiquer et apprendre tout au long de ma vie. Mais il s'agit aussi d'un petit peuple, un échantillon de monde que je veux créer et réunir autour de moi et entraîner dans cet élan amoureux. Il s'agit aussi de politique, d'exemple, d'utopie. Il s'agit d'un récit minuscule, mais fondateur. Je compris très vite qu'il allait me falloir des compagnes et compagnons très courageux et confiants, car Epina Bausch décrit très bien cette même intuition ici, lorsqu'elle reçoit l'honneur que vous lui fîtes en 2007. In the rehearsals, I was afraid to say I don't know or let me see. I felt obliged to say, okay, we'll do this and this. I planned everything very meticulously, but soon realized that I was also interested by a completely different thing that had nothing to do with my plans. Little by little, I gave up planning. Since that time, I have been getting involved in things without knowing where they will lead. C'est exactement ce qui m'arriva. Je compris très vite que la position du metteur en scène omnipotent, prévoyant tout, et soi-disant totalement maître du sens et de la forme, ne me suffisait pas. Je voulais plus. Je voulais que tous, nous profitions du talent de tous. Je voulais que tous, nous apprenions les uns des autres. Bon, cela voulait dire traverser des déserts inimaginables. Cela voulait surtout dire que les acteurs allaient entendre une parole terrifiante et insolite dans la bouche d'un, et encore pire, d'une metteuse en scène, cette parole étant « je ne sais pas ». Qui n'a pas suivi des répétitions de théâtre ignore probablement l'effroi, la tétanie
ou le sauf-qui-peut généralisé qu'un tel aveu peut provoquer chez des acteurs qui n'auraient pas été prévenus de cette possibilité, pour ne pas dire de cette méthode. Morinoki, 9 septembre. Et puis, dès le début, il y avait eu les fées à moustache, les fées un peu chauves, les vieilles fées courbées par l'arthrose, courageuses et visionnaires, issues du Conseil national de la Résistance, Jeanne Laurent, Jean Villard, qui devant nous tracent le chemin lumineux du théâtre national populaire, un chemin artistique, politique et surtout moral. Le Festival d'Avignon, celui d'alors, le vrai, Paul Puot. Il y avait eu Arnold Wesker, qui nous donne les droits de la cuisine, son plus grand succès, en vérité, son triomphe, alors que nous ne sommes encore qu'une minuscule troupe de petits amateurs. Et c'est ce spectacle qui va nous mettre au monde. Et puis, Paolo Grassi, fondateur avec Giorgio Strehler du Piccolo Teatro di Milano. Il nous y invite, il nous accueille, il nous permet d'y triompher avec 1789. Le soir de la première, je le revois encore, perché sur un des balcons du Palalido, l'immense stade couvert dans lequel nous jouions, en chemise et en bretelles, avec son ventre tout rond, en sueur, dansant sur la musique de la prise de la Bastille, si heureux de notre succès. Ah, nous lui devons tant. Dans le si simple et si émouvant discours qu'il fit ici même pour la même occasion, Kurosawa Akira dit, en parlant de Jean Renoir et de John Ford, qui, soit dit en passant, font aussi partie de mon panthéon, et qui leur accompagnait un soir, après un bon dîner français à sa voiture. « What nice people they were, I thought. They were warm-hearted, generous, and had the power to embrace people. When I get old, I thought, I want to become like them. » Même si je les considère de la race des géants, race dont je ne suis pas, moi aussi, je veux être comme eux quand je serai vieille. Car nous avions besoin de ces gens au cœur chaleureux et sans crainte, capables de nous accueillir, capables de nous embrasser, parce que sans crainte, ils ne nous voyaient pas comme des rivaux encombrants, mais comme leurs enfants ou leurs petites sœurs ou petits frères. Et les jeunes créateurs d'aujourd'hui ont les mêmes besoins. Eux à qui on répète tous les matins qu'ils sont trop, en trop nombreux, trop chers, pas assez rentables, que leur modèle économique est irréaliste, voire nocif à notre époque. Mais de quel modèle économique la société d'aujourd'hui peut-elle donc être si fière, alors que de l'Irak au Chili, les peuples contre lui se soulèvent pour prétendre à l'imposer à de petites bandes d'artistes qui veulent, eux, pratiquer un modèle moins pathologique, moins destructeur des âmes et des corps. Otaru, 10 septembre. J'écris à grand-peine ce discours, pendant que des nouvelles m'arrivent d'Europe, ou plutôt que je vais fébrilement les chercher. Le Brexit. Des salopards continuent leur manipulation assassine. La Grande-Bretagne, la mère des démocraties, est ébranlée par un clone du président actuel des États-Unis d'Amérique. Le démagogue ignare, qui dirige le pays le plus puissant du monde, a trouvé son petit double anglais, moins ignare, mais aussi forcené, grossier, menteur. Et tous les deux s'acharnent à coups de mensonges, de cynisme, d'irrespect des lois de leur propre pays ou du monde, non seulement à démembrer le Royaume-Uni, mais à saper l'Europe, une des plus étonnantes réalisations politiques de l'histoire des hommes, imparfaite, certes, mais extraordinaire. Je vous en prie, permettez-moi ce qui peut vous paraître une digression inutile au Japon, en l'occasion d'aujourd'hui,
mais qui est inévitable pour une femme de théâtre dont la source n'est rien d'autre que le monde qui nous entoure. Comment ne pas saluer la volonté inébranlable, titanesque, de quelques grands hommes de tous bords politiques, anciens ennemis jurés, qui, après les 2 guerres qui fracassèrent le monde et le XXe siècle, surent brider, bâillonner, enfouir les haines anciennes et accomplir cette œuvre géante. L'union de 28 pays parlant 24 langues, allemand, anglais, bulgare, croate, danois, espagnol, estonien, finnois, français, grec, hongrois, irlandais, italien, letton, lituanien, maltais, néerlandais, polonais, portugais, roumain, slovaque, slovène, suédois et tchèque, sans compter quelques 60 langues régionales. Grands et petits royaumes, empires, duchés, républiques, qui pendant 2 millénaires n'avaient eu de cesse que de s'envahir, de s'étriper et de se martyriser les uns les autres contre tout intérêt réel des peuples, contre toute compassion et sagesse humaine, avaient enfin, très laborieusement, et je le répète, très imparfaitement, commencé à réfléchir ensemble à la paix des peuples européens, c'est-à-dire, en partie, à la paix du monde. Et pendant que je tente d'écrire le message que j'ai promis d'écrire dans la douce petite ville d'Otaru, sur Hokkaido, 2 clowns délinquants s'étant éphémèrement saisis de l'outil si noble mais si fragile de la démocratie, prétendent s'en servir pour ajouter aux maux de l'univers et redéchirer ce que le temps, aidé d'hommes et de femmes sages, avait su recoudre. Otaru, 11 septembre. Attention, ne pas se laisser détourner de mon message, de l'étoffe dont nous sommes faits, de tous ceux à qui, outre l'acteur d'Asakusa, vous avez donné, sans le savoir, ce prix que je reçois aujourd'hui. Dans mon adolescence, il y eut d'abord le cinéma. Paris, où j'ai eu la chance de vivre dès 1948, est encore une ville cinéphile. Tous les films y passaient, et en version originale, ce qui est le vrai signe de l'amour du cinéma et des acteurs. Comme je le disais, il y eut Renoir, John Ford, George Cukor, Capra, Minelli, Hitchcock, Stanley Donen, Gene Kelly, Griffiths, Lillian Gish dans Le Libus brisé et dans Le vent de Victor Sjöström. Il y eut La nuit de chasseurs de Charles Laughton. Il y eut Vittorio De Sica, Rossellini, Visconti. Et puis, Déflagrateur, Sancho Daioux, Les contes de la lune vague après la pluie, Les amants crucifiés. Bref, il y eut un des grands empereurs du cinéma mondial, Mizoguchi Kanji. Puis l'autre empereur, Satyajit Ray, l'Indien, avec La complainte du sentier, Le monde d'Apu, Le salon de musique. Puis déferlèrent les 7 samouraïs, Kagemusha et tout Kurosawa. Mais lui, Dieu merci, vous l'avez distingué à temps. Il y eut un astre à part, Charlie Chaplin. J'ai puisé dans ces trésors, sans scrupule, consciemment ou inconsciemment, un peu comme tous les dramaturges communs ou immenses ont puisé goulûment dans le banquet homérique, puis dans Échille, puis dans Shakespeare, puis dans la Commedia dell'arte, puis dans Molière, puis dans Tchekhov, puis dans Meyerhold, puis dans Brecht. Il y a Victor Hugo, il y a Dickens, il y a Chikamatsu Monzeamon pour tous les maîtres de Bunraku et de Kabuki. Il y a Dostoïevski, bien sûr. Il y eut Orwell. Il y eut Vie et destin de Vassili Grossman, pour moi le plus grand livre du XXe siècle. Et il y a, je suppose, pour vous, avec qui je parle ce soir, beaucoup d'autres que dans l'émotion j'oublie aujourd'hui ou qui me sont inconnus ou, par ignorance, me sont indifférents. Ce sont des hommes sources, des hommes océans. Nous, les petits nains qui nous baignons dans leurs eaux généreuses et vivifiantes, nous sommes les débiteurs éternels. Otaru, 12 septembre, je me réveille ce matin sans courage ni inspiration. Alors que je ne suis que dette,
Je sais déjà que j'ai omis des femmes et des hommes célèbres ou humbles qui ont eu une influence sur mon destin et donc sur celui de mes proches et donc sur mon travail. Travail que vous couronnez aujourd'hui. J'ai failli oublier Jacques Lecoq. Je vais en oublier d'autres. Dulin, Jouvet, mon Dieu, qui d'autre encore? Il faudrait que nous soyons capables d'un discernement quotidien surhumain pour pouvoir noter chaque soir dans un cahier sacré le nom des fées bienveillantes ou des anges gardiens salvateurs rencontrés ce jour-là. Et ce, bien avant même de savoir écrire. Pour moi, je pense qu'ils furent innombrables, dès mon enfance. Depuis le policier français qui, pendant l'occupation de la France par l'armée nazie, n'a pas rempli le formulaire que lui fournissait la Gestapo pour retrouver June Hannon, ma mère, Alexandre Mnouchkine, mon père, et l'enfant Ariane. Jusqu'à Mademoiselle France, institutrice, hors cadre, hors système, qui m'a appris à lire en faisant de cet apprentissage une traversée enchantée, quotidiennement, furieusement désirée. Je pleurais de rage quand on ne m'envoyait pas à sa petite école. Elle inaugura une lignée de quelques professeurs merveilleux dont les ombres sont ici, autour de moi, pour recevoir ce prix avec moi. Sur ce cahier sacré, je devrais pouvoir vous dire toutes celles et tous ceux qui, par leur aide, leur exemple, leur réprimande ou critique légitime et amicale, m'ont rendue meilleure ou en tout cas moins mauvaise. Toutes celles et ceux qui, par leur combat, leur héroïsme, parfois leur mort, m'ont enjoint d'avoir le petit courage de ne dire que ce que je pense vraiment et de n'emboîter le pas ni céder à aucun dogme, fût-il entonné par des milliers et soutenu par des millions, tant que je n'étais pas absolument sûre que telle était ma conviction morale et profonde. Toutes celles et ceux qui ont paré des coups qui m'étaient destinés, toutes celles et ceux qui m'ont gratifié d'un sourire, d'un regard confiant, d'un compliment sincère, toutes celles et ceux avec qui j'ai ri de moi, de nous, sans crainte et sans reproche. Rire de nous-mêmes, ensemble, signe irréfutable de l'amitié. Et vous savez quoi? Toutes celles et ceux qui nous ont donné ou prêté de l'argent. Oui, de l'argent. Ce fluide qui circule dans les veines de tous les systèmes de production, et cela, que nous le voulions ou non, pour un bon moment encore. Peut-être devais-je dire pour encore un mauvais moment. Bref, au cours de ces 55 ans d'existence, des gens nous ont donné de l'argent. Ils doivent savoir que nous savons que dans ces circonstances, leur argent représente quelque chose de bien plus noble que lui-même. Il représente leur respect, leur compréhension, leur amitié, parfois même leur amour. Et surtout, comme ce Kyoto Prize, il nous met au défi de faire mieux. Et cela me mène à vous parler de mes grandes rencontres vivantes. Waouh. Bon, c'est long. Otaru, 23 septembre. Je vous disais plutôt que je considérais le groupe de mes collègues de travail comme un de mes maîtres. Ils furent mes plus sévères et affectueux garde-fous, et ils le sont toujours. Pourquoi? Parce qu'ils savent que je ne sais pas. Ils savent que dans les diverses obscurités que traverse notre aventureuse Smala, ma petite lanterne de chef caravanier est intuitive, certes, perspicace, souvent, mais éteinte, parfois. Dans ces cas-là, que ne ferait-on pas pour avancer quand même, quand le chemin intérieur semble bouché, comme il est tentant d'user de l'habileté histrionesque acquise et de passer par l'extérieur, par le semblant, le faux semblant, par la réplique qui tape, la scène qui cogne, ou encore, pire et beaucoup plus fréquemment,
par cette rouerie cérébrale virtuose en dérobade qui prétend déguiser l'impuissance en intelligence, le vide en profondeur et faire passer du rien pour du nectar intellectuel. De cela, je fus préservée, d'abord par mes goûts naturels qui sont simples, certains les disent naïfs, mais aussi et surtout par les sourcils froncés et les regards incrédules de mes amis comédiens et comédiennes à la moindre glissade de ce genre que j'aurais eu la mauvaise idée de m'autoriser. Jamais ils ne me laisseront oublier le courage qu'il faut pour prendre le théâtre de front. Aucun sommet, même de l'Himalaya, n'est déclaré atteint tant qu'il n'a pas été conquis par la face la plus raide. Le théâtre du peuple se prend comme ça, frontalement, par sa face la plus raide. Théâtre ou pas théâtre? That is the question. Et pour tous, la réponse est visible, audible, sensible, pour ne pas dire sensuelle, concrète pour tous. Il faut du courage, du souffle, beaucoup d'humilité, de la patience et des mollets. Je veux dire un corps respecté et reconnu comme outil majeur de l'art de l'acteur. Bon, tout cela est bien bon, mais comment vous parler de celles et ceux qui ont fait ma vie et qui la font encore? Comment vous les présenterez autrement que par l'abstraction sèche d'une liste de noms? Car une fois nommée Hélène Cixous, une immense écrivain, en quoi vous aurais-je éclairé sur la profondeur de notre relation dans la vie et dans l'art qui pour nous sont mêlés? Que saurez-vous de plus sur la dette incommensurable que j'ai envers elle qui m'a tant appris et m'apprend encore? Une fois nommé Jean-Jacques Lemaître, un immense musicien de théâtre, que saurez-vous de plus sur le rôle essentiel, fondamental, que tient sa musique depuis 40 ans dans mon travail? Une fois nommé Martine Franck, Guy-Claude François, Erhard Stiefel, Charles-Henri Bradier, que saurez-vous de plus sur ce que je leur dois? Une fois nommée Giuliana, mon épouse, que saurez-vous de plus sur ce qu'elle est pour moi? Cette tribu, cet équipage, cette famille turbulente, cette petite galaxie du Soleil, composée comme toute galaxie de grands astres lumineux, de planètes plus modestes, de lunes, de comètes et même de météores, comment vous faire partager l'estime, l'amour et la reconnaissance que je ressens pour elle? J'aimerais que vous connaissiez au moins certains de leurs visages. Certains, les fidèles, vous verrez, on voit le temps passer dans leurs cheveux et sur leur front. Certains ne sont plus de ce monde terrestre. Il y a aussi nos enfants qui grandissent de spectacle en spectacle. Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous présenter ceux à qui vous avez décerné le prix Kyoto pour les arts et la philosophie 2019, le Théâtre du Soleil. Ça, c'est le tout début, 1789, à la cartoucherie. Les saluts, les fondateurs. « 1970. Et ceux qui ne sont plus avec nous. Martine, très grande photographe, ma meilleure amie. Philippe, bon acteur. Roberto, notre premier décorateur.
René Patrignani, un immense acteur. Germinal, très grand danseur. Ursula. Andrés Pérez, qui est devenu un grand homme de théâtre au Chili ensuite. Guy Claude. Et Bernard, celui qui a fait la lumière de tous nos films. Ceux de maintenant. Hélène Sixou. Jean-Jacques Lemaître. Charles-Henri Radier, le co-directeur, mon double. Hélène. Eh oui, c'est à cet âge-là qu'elle a commencé avec nous. Maurice. Juliana. Nirupama, qui nous est venu de l'Inde. Ducho et les enfants. Ève. Charoyer, qui nous vient de Perse et de France. Dominique et Sébastien. Et toute la suite que je vous laisse regarder. Georges, Andrés et Georges, Myriam, Clémentine, de nouveau Andrés, Simon et Juliana, Simon, Catherine, le cœur des Atrides, Tartuffe, Montis et Myriam, Renata, au Tibet, Delphine, Serge, Olivia, le spectacle, nous sommes venus jouer chez vous à Tokyo. Madame Lee, et ceux qu'on ne voit pas d'habitude. Erhard Stiefel, sculpteur de masques. Victor, Antonio, Hector, Jean-Claude à la couture, Sophie, Pierre, Pedro et Naruna, Maria et le bureau actuel. Astrid,
l'écriture, Marie-Hélène et Nathalie. Annie. Hervé et Martin à la technique. David au bois. Étienne partout. Et Virginie à la lumière, Geoffroy à la lumière. Pascal. Karim. Certains acteurs afghans qui aident à la cuisine et au bar. Elsa, lumière aussi. Elena, notre peintre, Hélène et Étienne, Thérèse et Marie-Lou, musiciennes, Anne-Lise, Daniel, notre peintre, Yann et ses oreilles, c'est le son, Didier, certains de nos professeurs, Jacques Lecoq, Kim Duk-soo, un immense musicien coréen, Samandam, notre maître de Terukutu, et Maitreyi, qui nous aide tellement. Thomas et Alexandre, Julien, Duccio et sa fille, Albagaï, Sarah, Amalia et ses copines, Iraj, Dionisio, Galatea, Lucien et Iraj dans la forêt qui marche. Et notre acteur japonais, Ono-san, Armand, Vincent, Anna-Amélia, Judith, Vijayan, Alice, Sylvain, Maxence, Astrid, Siar, un jeune acteur afghan. Et ça, c'est le jour où nous avons appris que nous avions le Kyoto Prize. Merci infiniment. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much, Mrs. Måneskin. Please move to the center of the stage to receive flowers. Måneskin-san, ありがとうございました。Thank you, Ariane, as well. And I'm delighted to say that Ariane is now with us live on as part of the webinar. And I would just like to repeat two things, really, which you know already, audience, and that is that you can put questions in the Q&A. Should there be any questions for Ariane that you might having listened to that extraordinary lecture. And also the other thing is that if Ariane decides to move into French at any point, we have a simultaneous interpreter with us as well. And if you need the translation from French into English, just press the button, the interpretation button at the bottom of your screen. And I won't have to do my work as French professor in translating for you, Ariane.
thank you again for coming this evening, for joining us here in this webinar. I suppose the first thing one might say on listening both to your lecture and watching that film towards the end is that, of course, you did none of this on your own. One of the things that you stress in asking the question, do you realise who you're giving this prize to? The answer is an extraordinary group of people. And in my introduction before the lecture, I stressed that the Théâtre du Soleil is an experiment in community, in collaboration. And I just wondered if you had anything more you wanted to say about that whole sort of ethos, if you like, of collaboration, of community. You had a whole range of metaphors for it in the lecture: a boat, a family, a tribu, a tribe. Could we start perhaps with how a community like this develops, how it sustains itself over such a long time, and what it is that makes a community like this work? Hello, Wes. Hello, Ariane. Good evening. No, I don't think I can add many other metaphors about our group, our team. Maybe what we feel for the moment, I could add an island, because it's the situation is so difficult and dark in a way for everybody in the world, that it's difficult in a way not to become an island, not to put one's strength only in keeping safe, keeping health, keeping work, that's the danger. Mm-hmm. But one must admit that there is some of that, and so the main thing is to succeed doing that, keeping everybody safe without closing the door, without drawing up a drawbridge, without closing down the shutters of your home. Voilà, c'est laisser. How can we keep the house open and still go on working quietly, calmly, and keeping everyone safe? We've been privileged enough to have been able to do that. I mean, we've been working intensely, and so many people have not been working, did not have the means to go on working during this year and a half now, nearly 2 years. So now in your question, there were several questions. Yes. You said, how do we keep such a group going on for such a long time? Well, with luck, I suppose, with some luck, certainly some luck, some very good, as I said in my lecture, many good encounters, mm-hmm. Probably also knowing which are the good encounters and which are not. You have to choose in a way sometimes. There's luck and choice, of course. I think we were born in a good time. I think 1964 was probably an ideal year for a company to decide for its foundation. I mean, because there was room for us. We were not told immediately, "Oh, there's so many of you. We can't do anything with you." So we were lucky, really, and probably also
as I said in my lecture, probably being stubborn in certain ways, not wanting to I'm going to slip into French every now and again. It's about not wanting to immediately follow the mainstream. Perhaps sometimes it's about having the courage to seem silly at the end of the day. At the end of the day. Sometimes we had that courage, the courage to say no, I'm not sure. I'm not sure that I want to immediately repeat one slogan or another, or that I want to go down one avenue or another because I was told it was the only one. Perhaps we were naive enough to do that. I feel like I'm repeating what I said, but at the end of the day, this is what I would like to transfer. When young people come to me and they wish to put together a company, the first piece of advice I can ever give them is only say what you truly think. Only say what you truly believe. Do not let yourself be intimidated on an intellectual level. Even if it's what you're supposed to think, well, I did this that year or those 5 years, even if those are the things that you're told that you need to think, should you potentially be thrown into the rubbish bins of history, as we said in the 60s, and the rubbish bins are wide open, gaping open at the moment. Even if you're under threat of that happening, it's awful, but you need a lot of courage to say something knowing that you might be thrown into the bins of history. But you should only say something if it's only truly what you feel. There can be no sincere creation without it. There can be no sincere union. If we are not sure that we're really only saying something that we truly think. So we did that, but we didn't really know that we were doing that. We did it almost innocently. Later, we understood that this was our strength. At the beginning, we were worried that we weren't in the mainstream movement at all times. I mean, sometimes, yes, we were like that, but sometimes we were not, and we were told so. We were reproached of not being in that mainstream movement. You've already answered, in effect, 2 or 3 of the questions that came in. One from Professor Dunjerovic at the Royal Birmingham Conservatoire, which is, how do young actors today keep this spirit of collectiveness and group creativity alive and how do we keep community-based theatre going? I'm not going to ask you to answer that again because I think you've already answered that. And another one, which is... Whereas there is something else. How can a group be kept? Well, by desire. You have to nourish the fire of desire. What I mean is that in a group, everybody needs to feel like they're at least trying to do something that is bigger than themselves. That's theatre. There needs to be a common love of theatre. And I think that you need to keep a certain type of efficiency. You need to move forward, you need to put on a show, you need to earn a living for everybody. But at the same time, everybody needs to know that they are essential, that they are irreplaceable. Feeling irreplaceable, feeling absolutely necessary is important, even though your position is a humble one at that time.
But if you know that were you to go, it would be as though somebody had pulled out a very important nail in an edifice. I think that's very important. Good food as well. Very important. Yeah. That moment, I think, where everybody gathers around a table to eat together, if the food being served hasn't been made with love, it's felt. Mm-hmm. You can feel it. And then it means that what it means is that something in the group can be done without love. And that's maybe the whole difficulty of the thing. It's about doing things every day with love. Mm-hmm. Now, it's not always the case. I didn't say that we manage to do it all the time, but that is the aim. That's the aim. The aim is to know this. Because so actors can do their jobs with love, they need to be given the right tools to do so. It's very striking. In response to questions about organisation, you give us the answer of desire and love. And I think that tells us so much about your work. And I wanted also to say that quite a few of the questions that are coming in are not questions. So Olya Petrakova, who you may remember was one of the people in the École Nomade, said, "This is not a question, it's just my expression of deep love and respect for Ariane, for being so brave, so honest, so daring and true to her, ourselves." And then there's a little bit of Russian, which I'm afraid I can't say, Olya, but I know Ariane would recognise. Another question is a sort of craft question, and that's from Michael Monicati, who's a actor at the London Academy of Music and Dramatic Art, and he's asking, what quality, spark, presence do you look for when you audition for an actor for your company? And I guess the question behind that is, do you audition? How does one join the Théâtre du Soleil? Alors, d'abord, we don't audition. People don't come in through auditions because I've never was able to audition people. So what we used to do, what we still are doing, sometimes are big workshops, free, about 1 week or 2 weeks workshops with many people. And that's how sometimes actors come in, because in a way, everybody audition. I do too. Mm-hmm. So there's know if they'd like to work with me or not. I start knowing whether I'd like to try and work with them. The other actors of the group of the Théâtre du Soleil participate to these workshops, of course. So they already show how we work. That's a bit, you saw that with the École Nomade. Yep. So the big workshops that we do at home sometime for that. So at the end, there's a notebook that circulates, and people write their names and they say, yes, I would like to go, I would like to enter the Théâtre du Soleil. So like that, I know who would like to work with us. And then I gather them, and we do a second part of the workshop with people who have said, I would like to try and get in the Théâtre du Soleil. So that's how many people came in. That's not the only way. There's the Afghani group, of course, came in a totally other way, because we met them doing a workshop in Kabul. I dared them at the end of the École Nomade there. It was not called École Nomade already, but it was an École Nomade, and I dared them to found a group, which they did on the spot, immediately, and they called it Aftab. Aftab means sun, so there was a Théâtre du Soleil in Kabul, and of course
there it became more and more difficult for them to perform. So they came in France. They studied in Lyon at I'm sorry, the name goes the theater school in Lyon, which was very precious for them. And finally they joined the Théâtre du Soleil. So they're all part of the group now, and they all perform. And they became, not only did they become French and legal, and then French, and pretty good, very good actors, most of them, very good actors. So that's a way they come. But it's most of the time through workshops and you know, experience, a certain period. Mm-hmm. This is maybe a good moment to put in a plug for your DVDs and films and other things. For example, the Soleil à Kaboul. I mean, there is if people want to know more about the work, having listened to the lecture today and the discussion, then through the Soleil website one can find out more. And there's a kind of archive and a record of all this work, including the experience in Kabul. We're in Oxford, so there's inevitably, although it's in fact from somebody called Elena Pellone, a question about Shakespeare. Could you please reflect on your work with Shakespeare and where your inspiration or your vision for the Shakespeare productions comes from? Well, first of all, we used to go back to Shakespeare as what goes back to school. Because we started doing collective work, as you know, and at a certain time, I realized that we had to go back to school to a master. So we go back to Shakespeare. We went back to Aeschylus and Euripides. We went even back to Molière once, not several times, but once. But of course, Shakespeare is all right. Shakespeare is Shakespeare. It's the world. So I don't know. I mean, I think my inspiration was totally different for Richard II as it was for Macbeth. It's probably it's so big. I mean, it's so overwhelming. It's so that first of all, I feel that one has to believe him, first of all. Believe him. Mm-hmm. And sometimes it's difficult because one doesn't dare to believe. Mm-hmm. Great actors are those who believe, not mm-hmm. only Shakespeare, but everything. Yep. Everything that is given to them on stage, worth believing, they believe. Mm-hmm. And so they're able to act. But Shakespeare is sometimes hard to believe because he's like, he's like, comment est-ce qu'on dit, une lance? He's like yep. a spike, a lance. And he goes so deeply that how can you believe something that goes so deeply that it sort of suffocates you? Mm-hmm. How can you make it concrete? How can you make it, in a way, at your measure? Because otherwise you can explode. So I need a form. I need to know what is going to contain all that, what is going to make it possible. Voilà, make it possible for me first, not even for the public, but for me, for mm-hmm. us, for me, and then for us, and then for the public. But once it has become concrete for me and the actors, then I suppose it's going to be concrete and possible for the public. And
and great again, and again. Incredible, as one says. As long as it is credible, then it becomes incredible. It's incredible because I believe it. Mm-hmm. So, but otherwise, the question, what is your inspiration? I must say, I don't know. Well, in your lecture, you gave a sense of what you called your maîtres, your masters, but also those who've taught you. Yes. More broadly, and also your collaborators. And I suppose maybe the questions like that are difficult because they assume a kind of conscious intellectual process. Yeah, exactly. And I'm not saying that I'm consciously working stupidly, but it is true. It is not for me an intellectual process. It is, I don't know if I have the right to say it is an artistic process because I don't know. I don't know, really. Mm-hmm. I know it is a feeling process. It's. I have to become a child again. But that's not only true for Shakespeare, it's true for every rehearsal. It mm-hmm. is true that I have to believe, I have to play with, not on stage, but still a director plays. Mm-hmm. He or she acts, not in the same way as the actors do, but I play with the actors, I feel. And I think that they need from me much more cette enfance, this childhood. I mean, they need me much more in terms of this ability to believe. They need that ability to believe from me so that they can trust their own. They need mine so much more than they need intellectual explanations. Or, how can I say, or concepts. I think they need, what they need from me is that I remind them of the horses, the forest, the beach, the sea, their anger, their terror, the storm. They need these tools. And especially I give it to them, well, the director gives these profusely rather than giving them an opinion on the character. Even if I'm wrong, even if I then say, oh, Macbeth is terrified, he's scared of that shadow, he's scared of this, he's scared of that, even though they think, no, at that point, no, he's not afraid, he's mad, he's mad with fury. But at least it leans on something carnal. It's based on something carnal. Theatre is about flesh and blood because of the actors. Now, of course, it's good when there's a beautiful space, wonderful lighting, and the actors are shown in their best light. And theatre is about actors. It's about real flesh and blood. There's no other medium. The actors are their own medium. In the cinema, no. In the cinema, there's an actual physical film role. But in the theatre, they are in the first line. And so you need that childlikeness. You need that mix of form, a form that's very present sometimes, a form that's very assertive,
sometimes in a way that I think is, well, very indiscreet, that type of form. But then in that form, that's where you have real flesh and blood and real feelings. This mix sometimes leads me to think, oh, today we did theatre because all of this happened together. All of this came together at the same time. Again, in a way, in talking about flesh and blood and bones and the degree to which theatre is kind of an embodied experience, you've already answered one or two of the questions which have come from Agatha, from Simon, which is about the difference, if you like, between theatre and films, and also filmed theatre. Now, I know that you spoke a little bit about that this morning in the conversation with all the laureates earlier today, but I don't know if you want to say anything more about that, or whether you've said there are plenty of other questions, but I'm giving you the chance to respond to that, the kind of the matter of film and or film theatre, I suppose, because we're all in lockdown and many people are used to having to have this mediated experience of theatre now. But I don't want to make, of course, I don't put a hierarchy in between, there are. Well, I don't know. I think that this between cinema and theatre, sometimes I feel people are putting too much difference. In fact, I always feel that there's only a question of quantity. It's just that in the theatre, the space is big, the distance with the public is big, etc. And so you have to, and of course, in the cinema, the camera comes and robs or takes things nearer. But good actors in the theatre are very good in the cinema. That's what I think. Okay. The contrary is not always true. Mm-hmm. It's sometimes true. Sometimes one has good surprises, but it's not always true. It's not always true. Mm-hmm. But when there was a sort of fashion at a certain time to say that, theatre actors in the cinema, they are too theatrical, which is not true. A very good actress in the theatre is very good in the cinema. And she knows, or he knows very well how to restrain, or to, but the art is, the craft is the same. Mm-hmm. I'm not sure how much time we have left, but perhaps one or two more quick questions before we wrap up. And the first is, it's about, is there a theatre in the world? And I think by this they mean either a genre or a particular author that you have not yet worked with and that you would like to work with. Oh, there certainly are many, certainly. And also there are all these theatres which I don't know. There are many countries from which I don't know the theatrical field. I don't know. So probably I will tell somebody, because he's exactly the contrary of the Théâtre du Soleil, and I love his work, and that's Richard Nelson, the American author, which who's writing exactly the contrary of what we are doing. Yeah. Hyper réaliste, and what he and the actors that who are working with him are extraordinary, I think. So when I say that, I say this is something that I love, which surprises me. But I would not
I couldn't, I think, practice that type of craft. But I love it. I love it. Last question then. And again, it picks up a little bit on some of the discussion that you were having with the other laureates this morning. And that is, Martina asks, do you believe that in some way the feeling of freedom that you have spoken about is in good shape nowadays? Or do you perceive an increase in, as she puts it, self-censorship, or an evolution of the concept of control? No, I don't think freedom is in good shape. No, I think the concept of freedom is in very bad shape for the moment. It's sad to say. It doesn't mean I say for the moment. No, it's not a good moment for friendship. It is a good moment for friendship. It's not a good moment for freedom. I agree. I agree. That seems a sad note to end on. Yes, I don't want to end on this. Okay, well, let's not end there. Let's have one more question. And that is, I was very struck because, and this is something I could see but that the audience couldn't see, which was you watching the film of the troupe just before you came on. And of course, I was, as it were, watching your expressions as you watched them. And there's a mixture of sadness about those who are not around anymore, but also this incredible sense of joy of being part of this group, of being part of this community. And it was very, very clear that this is a community, a ship, a tribe, where, again, collective work, whatever, if you like, even if freedom in the bigger world is being constrained, within this place, on your island, on your ship, to which you invite us as members of the public, some model, some contested space, as I said, of community is still being worked out there. And yeah, you know, Wes, I feel that there are many collective works around the world. I'm not speaking especially of theater, but I think that because there are so many people who are trying to be together, to do things, to change, whether it's a garden, whether it's a farm, whether it's an enterprise, an entreprise, whether there are millions of them, millions, and we never speak about them. We always speak about tyrants and bad governance, etc. But we don't speak enough about who gives us courage, because we need courage at the moment. I need somebody to give me courage so I can give courage to others. So what gives me courage is to think not just about all those ideologists. No, what gives me courage is those who have the courage to manage their own enterprise, to manage a school or even a university department. That is to say, I don't know about Blavatnik, but somebody who might say to their students, well, first of all, to instill some humility in them. It's not because you're in a government school that you're already governors. You'll need to deserve that. And then it's important to know that when it comes to governments, there are millions, if not hundreds of millions of people on earth who think that they're all being ill-governed. All of them. And I'm not talking about the awful, atrocious government where there's no rule of law or democracy, but we all think we're being ill-governed. You think you are, I'm very badly governed as well. We all think this. But at the end of the day,
we never see ourselves as governors, when in fact, normally we are the governors, we the citizens. So I think there are many people who think there's many people right now in France, for example, I mean everywhere, but for example, there are many people who are changing their world. They're not changing the world, but they are changing their world, their little world. And all these little changed worlds does not amount to nothing. That's a much better end note than we had a little while ago. And again, I have the privilege of seeing Nairi Woods, the Dean of the Blavatnik School, nodding away as you speak precisely about government and about the lessons in government that you've been giving us in the last, or the provocation, shall we say, not lessons, a provocation or a proposition about governance and government and collectivity that you've given us in the last few minutes. Our time really is up now. We must let you get back to rehearsal or back to dinner or wherever it is you need to get back to. Before leaving, I would just like to say, anybody who's been intrigued, inspired this evening, do come back tomorrow evening from 7:30 onwards in a different room, although I dare say Ariane might be in the same room. We'll be having another conversation with Katie Mitchell, the theatre director of a different generation, shall we say, but about making theatre, but also about, I suspect, some of the questions that we've been thinking about today. But before then, I would just like to, on behalf of the Blavatnik School, if I may, Nairi, but on behalf of everyone who's been here, just say enormous thanks, Ariane, for first of all, for an extraordinary lecture, and then secondly, for being so open and so generous as ever with the questions. Thank you so much, and see you tomorrow. See you tomorrow, Wes. Thank you, Wes. Thank you, Nairi. Thank you. Look, our warmest thanks to Professor Wes Williams for moderating this third and final of the Kyoto Prize at Oxford lectures. And Ariane, what can I say? You're an inspiration. And your words, I love your finish. It was put differently in the school by someone else yesterday who said, don't make a statement, make a difference. And it just captures the spirit that you've closed this year's Kyoto Prize at Oxford with. Thank you. Thank you for everything that you do. And thank you to everyone who's watching for joining us at this year's Kyoto Prize at Oxford. I hope you'll come and join us next year in person. And all the very best. Thank you all.